Métaux rares, métaux stratégiques, terres rares ou encore métaux critiques. Ces termes, vous les avez déjà sûrement rencontrés. Mais quelle est la différence entre eux? Donc les terres rares, c'est un groupe d'éléments chimiques basés sur les propriétés électroniques de ces éléments qui sont particulières dans le tableau périodique. Les métaux rares, c'est des métaux qui sont, on va dire, produits en quantité faible, inférieure à 200 000 tonnes par an. Les métaux stratégiques, donc les métaux stratégiques, c'est plutôt une définition qui est issue d'applications militaires pour les missiles, appareils à vision nocturne, systèmes radar, etc. Donc c'était plutôt du domaine de la défense. Les métaux critiques sont, eux, des métaux qui sont très importants pour un secteur industriel donné, dont on ne peut pas se passer avec les technologies actuelles, et qui, en plus, présentent des risques de production avérés. Si le commerce de métaux rares purs ne représente que 9 milliards de dollars par an, ils sont présents dans quantité de produits représentant 7 000 milliards de dollars, soit 10% du commerce mondial. Les terres rares sont notamment présentes dans la production d'énergie renouvelable, éoliennes principalement, mais aussi dans certains panneaux photovoltaïques, dans les batteries de véhicules électriques et hybrides rechargeables, ou encore dans le stockage d'énergie. Si 1 à 3 kg sont nécessaires pour les batteries des véhicules électriques, les aimants permanents des éoliennes peuvent contenir 1 tonne de terres rares. Regardons de plus près le cas des éoliennes. Le néodyme et le dysprosium sont les deux principaux métaux utilisés dans la fabrication d'aimants permanents, technologie très majoritairement utilisée dans les éoliennes offshore, mais qui ne produisent que 4% de la production éolienne mondiale actuellement. Cependant, ce secteur est bien plus dynamique avec des capacités de production qui augmentent de 30% par an sur ces dernières années, contre 9 à 10% pour l'ensemble de l'éolien. La demande en terres rares augmente donc inévitablement. Mais attention, les terres rares ne sont pas incontournables. La flambée des prix du dysprosium en 2011 a poussé les constructeurs à développer des technologies alternatives qui demeurent toutefois moins performantes. La transition écologique peut se faire sans les métaux rares, oui sur le principe, parce que ces métaux rares sont utilisés en général comme vitamines pour améliorer des propriétés physiques, donc en vitamine en alliage avec d'autres métaux. Dans la pratique, ça me semble plus difficile pour certains métaux en tous les cas. Je pense oui qu'on peut faire la transition énergétique sans métaux rares, mais que ça sera coûteux, que ça sera pas forcément très performant ou que ça risque d'être moins performant. Voilà. Il existe plusieurs pays extracteurs et exportateurs de métaux rares. On compte notamment le Brésil, l'Inde, le Vietnam et les États-Unis. Cependant, la Chine est de loin prépondérante. Elle représente 95% de la production mondiale. De nombreux pays craignent un risque d'abus de pouvoir. Le Japon, qui importe 90% de ses métaux rares de la Chine, a subi un embargo en 2010 suite à une crise concernant les îles Senkaku. La Chine peut également jouer sur les prix à son avantage. En 2010, le gouvernement chinois réduit sa production de 100 000 tonnes par an à 35 000 tonnes par an. Le prix du terbium fut de ce fait multiplié par 9 et celui du dysprosium par 6. En 2012, l'Union européenne, les États-Unis et le Japon déposent une plainte contre la Chine auprès de l'OMC. Mais alors, quelles sont les conséquences environnementales et humaines? Avant de pouvoir les utiliser, les terres sont rasées puis creusées pour atteindre les métaux. On broie ensuite les roches en fine poudre pour séparer les éléments à l'aide d'acides ou substances chimiques qui s'infiltrent dans les sols et polluent les nappes phréatiques. L'opération de raffinage produit des poussières métalliques chargées de radioactivité, provoquant de nombreux cancers près des mines à ciel ouvert. Ce procédé entraîne une pollution de l'eau, des sols et de l'air. L'exemple le plus marquant est la ville de Baotou, où 70% des métaux rares chinois sont traités. Aujourd'hui, on y trouve un lac rempli de substances. La pollution s'aggravant, les populations fuient, ne pouvant plus cultiver les terres. En quelques décennies, le village de Xingang-Sankun, situé près de Baotou, est passé de 2000 à 300 habitants. La demande de métaux rares mondiale crée de nombreux paradoxes. Les pays occidentaux préfèrent importer leurs métaux rares plutôt que de les produire, car l'achat de ces derniers dans des pays plus pauvres est plus rentable. Une délocalisation de la pollution se produit. Les pays riches laissent aux pays plus pauvres les coûts environnementaux de l'extraction de métaux rares. Par exemple, l'entreprise australienne, Lynas Corporation, qui extrait ses métaux rares au mont Welt, a délocalisé leur traitement en Malaisie afin d'éviter une trop grande pollution sur son territoire. Ce qui a créé à la fois une croissance économique importante, mais aussi des coûts pour les populations locales. De même, les accords de la COP 21 poussent à l'utilisation d'énergie verte et de véhicules électriques sans prendre en compte la pollution liée à l'extraction des métaux rares. Aujourd'hui, de nombreuses décharges électroniques rassemblent des milliers de tonnes de métaux rares. Face à ce constat, le recyclage est-il envisageable?
Oui et non. Les métaux rares sont toujours mélangés à d'autres métaux dans les appareils électroniques. Il faut donc les séparer. Techniquement, c'est possible. Économiquement, ce n'est pas rentable. Peut-on envisager une autre conception de la rareté? Tesla s'est ému cette année, là, il y a quelques mois, d'une pénurie possible en manganèse, cobalt, lithium pour ces gigafactories qui produisent les batteries des véhicules électriques. Mais Tesla produit des voitures qui pèsent plus de 2 tonnes, qui ont des puissances faramineuses et qui consomment évidemment énormément de métaux. Donc moi, ça ne m'émeut pas quand Tesla dit « Oh là là, on va avoir un problème sur les batteries ». Bah oui, mais on ne peut que espérer qu'ils aient un problème sur les batteries même, parce que ça permettra de faire des véhicules qui seront un peu plus en phase avec la notion de transition énergétique que les véhicules qui produisent actuellement. Donc il n'y a pas que du malheur dans la rareté, il peut y avoir une incitation, et c'est là où je vais en venir, des industriels à faire des produits qui ne sont pas des hérésies environnementales, tout simplement.